Euh, donc, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler les petites consignes qui sont importantes pour l'organisation de ce webinar. La première chose, c'est évidemment de rester en mute, y compris pour les vidéos. On gagnera en fluidité et en rapidité de communication pour tous. Il y a un chat qui permet de poser des questions. On sera tous les intervenants de cette conférence présents sur le chat pour pouvoir répondre aux questions en direct le plus rapidement possible. Et puis, on se garde un tout petit temps à la fin s'il y a d'éventuelles questions spécifiques qu'on traitera à la fin. Donc, si vous avez des questions un peu générales à la fin, n'hésitez pas non plus à les poser vers la fin de la conférence. On essaiera de prendre quelques temps à la fin pour la présenter. Pour y répondre, pardon. Donc moi, je me présente, je suis Bertrand Jonquois, je suis le rapporteur de la commission commerce mobile au sein de la Mobile Marketing Association. Je suis l'un des nombreux bénévoles de cette association qui participent aux travaux et qui permet de faire avancer le marketing mobile et le marché. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un des nombreux livrables de la Mobile Marketing Association, mais un livrable important qui est un livrable annuel qui permet d'avoir une vision globale sur l'évolution du marché du marketing mobile. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je voudrais aussi dire que ce baromètre, il est important parce qu'il permet de voir à peu près tous les aspects de ce que fait la Mobile Marketing Association sur les différents sujets, à la fois sur les sujets d'usage et d'équipement du mobile, à la fois sur les sujets d'interface du mobile, quelle est la bonne interface sur le mobile, à la fois sur les sujets du messaging, de la publicité, et puis évidemment du commerce et du paiement, qui est le sujet que je traiterai en fin de commission, en fin de présentation. J'en profite aussi pour faire une petite promo. Il y a une prochaine commission commerce mobile. Donc, si vous vous intéressez au sujet du commerce et du paiement, on organise demain matin la commission commerce, dans laquelle il y aura un gros focus sur le paiement mobile, qui est un sujet évidemment d'actualité pendant cette période de Covid, comment dématérialiser le paiement et notamment le paiement sans contact via son mobile. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages si vous souhaitez assister ou participer à cette commission. Je serais ravi de vous y accepter. Je voudrais aussi remercier, avant de démarrer, Sébastien, à qui je vais donner la parole tout de suite. Sébastien, c'est lui qui a organisé avec Catherine, consolidé tous ces chiffres de tous les partenaires avec lesquels on travaille dans le commerce, dans le messaging, dans tous les sujets qu'on traite dans ce baromètre. Et donc, je voudrais le remercier très chaleureusement parce que c'est un énorme travail qui a été fait et il a repris ce travail qui avait été fait par ailleurs par d'autres bénévoles au sein de l'association et il a magnifiquement réussi ce travail. Et puis, dernière petite chose, on prépare les évolutions du baromètre pour l'année prochaine. On est déjà en train de travailler avec Sébastien sur ce sujet. L'évolution de forme et l'évolution de contenu et évidemment évolution d'indicateurs. Donc, si là aussi vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas à nous le faire savoir s'il y a des sujets que vous pensez qu'on pourrait traiter dans ce baromètre et qui n'y sont pas, on serait ravis de les ajouter. Et puis, dernière chose d'un point de vue pratique, ce baromètre est disponible au téléchargement, donc l'intégralité du baromètre, les 70 slides, je crois, du baromètre qu'on ne va pas présenter dans son intégralité aujourd'hui, on a fait quelques sélections. Mais l'intégralité du baromètre est disponible en ligne sur le site de la Mobile Marketing Association pour tous les membres de la Mobile Marketing Association. Donc, si vous êtes membre, vous avez accès à l'intégralité du baromètre. Si vous n'êtes pas membre, il y a aussi une version qui est téléchargeable, qui est un peu plus légère, mais qui donne un bon aperçu du travail qui va être présenté aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à Sébastien. Je vous retrouve tout à l'heure en conclusion pour la partie commerce. Sébastien, si tu es là. Voilà. Oui, je suis là. Je réactive mon son. Bonjour à tous. Merci Bertrand pour cette introduction. Donc moi, je suis Sébastien Givry. Je suis consultant indépendant en business development et je suis membre de la MMA depuis un petit moment. Je travaille avec Bertrand au sein de la commission commerce et plus particulièrement sur le groupe de travail paiement. Donc effectivement, je vais redémarrer ma vidéo. Voilà, que vous puissiez me voir. Donc, tout l'effort de ce baromètre, en fait, le principe par rapport à d'autres publications que la MMA peut faire, c'est effectivement de donner des chiffres. Donner des chiffres
des indications vraiment chiffrées sur les tendances, parce qu'on a tous de bonnes notions sur où va le marketing mobile, mais c'est vraiment important de mettre des chiffres, et surtout des chiffres qui puissent être comparés d'une année à une autre pour pouvoir prendre du recul. Parce qu'on est vraiment dans le monde de l'instantanéité, donc prendre du recul, c'est très important. Et ce baromètre va nous permettre de faire ça. Donc, je remercie aussi donc, tous les membres de l'association, les partenaires qui nous fournissent donc, ces données, donc, que l'on voit affichées là. Donc là, aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous présenter, donc, certains membres vont vous présenter les différentes parties du baromètre. Donc, sur les usages mobiles, on aura Charlotte de Médiamétrie. Sur les interfaces, on aura David Tapani. Sur le messaging mobile, on aura Jean-Philippe qui est aussi rapporteur de la commission messaging de la MEMA. Sur la publicité, on aura Frédéric de Digital Virgo. Et sur l'observatoire, je redonnerai la main à Bertrand. Donc effectivement, je reprends ce que dit Bertrand. Ce baromètre, pour l'instant, il est statique. On a repris le baromètre précédent, qui avait été aussi un gros travail de notre contributeur Philippe Dumont. On a repris ce travail-là. Le but, c'est vraiment de faire vivre beaucoup plus fréquemment avec de la data. Et donc, c'est pour ça que votre contribution sera vraiment très appréciée. Pour l'instant, donc je vais donner la main à Charlotte, qui va commencer à vous parler des usages. Bonjour à tous. Je suis Charlotte Leboucher, donc je suis directrice d'études chez Médiamétrie au sein du département Consumer Insight. C'est le département qui produit notamment les études de référence sur les pratiques multimédia des Français. Et je vais vous présenter ici quelques données d'usage sur mobile pour contextualiser cette présentation. On peut aller au slide suivant. Alors voilà, vous le savez, on assiste depuis 2012 à une forte hausse de l'Internet mobile sur la période, avec notamment un doublement du nombre de mobinautes qui s'élève désormais à 43 millions de Français qui sont âgés de 11 ans et plus. Ça représente les 3/4 d'entre eux. Et effectivement, en quelques années, les usages ont énormément progressé et ils se sont diversifiés. Les téléphones mobiles et les smartphones ne nous servent plus uniquement à communiquer par la voix ou par les mails. Désormais, on a des usages d'achat en ligne, de consultation de vidéos, de communication via les réseaux sociaux qui sont largement venus agrémenter notre quotidien. Alors, on peut aller sur la slide suivante. Et de par leur démocratisation, ces usages mobiles, ils touchent tout le monde et absolument toutes les strates de population. Ainsi, on a un profil de mobinaute en termes de genre qui est très proche de celui de la population française. On a quasiment 51% de femmes mobinautes par rapport à 52% de femmes au sein de la population française. Donc, on a une répartition homme-femme qui est assez équilibrée. En revanche, sur les âges, le profil des mobinautes, il est un peu plus déséquilibré. On a les plus jeunes d'une part, qui sont les plus enclins, on le sait, à un certain nombre de pratiques sur mobile, et plus globalement les 16-49 ans qui sont surreprésentés au sein de la population des mobinautes. Alors que d'autre part, on a les 65 ans et plus qui, eux, sont sous-représentés au sein de cette population. Malgré tout, les 65 ans et plus, c'est la population qui a vu la plus forte progression d'usage en 3 ans avec plus 4 points. Voilà. Alors, on sait très bien qu'il y a des écarts entre les tranches d'âge qui s'expliquent notamment par le fait que les nouvelles générations, et c'est ce que l'on a pu noter dans différentes études que l'on a pu réaliser, les plus jeunes générations sont habituées depuis leur plus jeune âge, non seulement à voir les parents pratiquer les usages sur mobile dans leur environnement, mais également ils sont eux-mêmes équipés assez tôt dans leur vie. On peut aller à la slide suivante, Catherine, merci. Alors, on l'a vu, l'usage Internet, il s'est accru au sein de la population. Il faut retenir aussi qu'il est extrêmement fréquent. On a ainsi 9 utilisateurs de smartphones sur 10 qui sont des utilisateurs réguliers de leur téléphone mobile, c'est-à-dire tous les jours ou presque. C'est un résultat, vous le voyez, qui est plutôt en stabilité, plutôt mature d'ailleurs. Et voilà, si on va au slide suivant, cet accroissement de mobinautes dans la population française et la régularité d'usage dont je viens de vous parler, elle est liée à 2 choses. Et tout d'abord, à l'équipement. En effet, les smartphones sont un équipement qui est relativement récent, avec une arrivée dans le commerce au milieu des années 2000.
et ils n'ont fait depuis lors que progresser. Aujourd'hui, plus de 8 internautes sur 10 possèdent un smartphone. Et la tendance, elle est à la hausse, notamment depuis ces dernières années, avec un taux d'équipement qui gagne 6 points en 2 ans. C'est un équipement qui est donc relativement récent, mais qui a une grande maîtrise et aussi une bonne articulation avec les autres écrans. Slide suivant. Et le deuxième facteur, donc, il est lié, lui, à la connectivité. En effet, pour être en capacité d'avoir un usage qui est accru et utiliser de nouveaux types d'applications ou d'usages, il a fallu augmenter le débit. Donc, celui-ci, il est passé du WAP au GPRS, au Edge, puis à la 3G, où là, on a véritablement commencé à naviguer sur le net de manière plus fluide pour avoir accès à des réseaux sociaux, pour consulter facilement ses mails. Et le surf à grande vitesse de la 4G, il a permis le développement des nouveaux usages et les équipements, eux aussi, se sont adaptés à ce réseau. Et aujourd'hui, 82% des utilisateurs principaux d'un téléphone mobile ont un téléphone qui est compatible avec la 4G. Donc, lorsque l'on extrapole ce chiffre, ça représente 1,6 million d'internautes en plus en un an. Slide suivant. Après tout ce qui est équipement et connectivité, un très rapide point sur les OS où il y a deux acteurs qui se partagent le marché. C'est Android qui reste le système d'exploitation le plus utilisé en France avec plus de 70% de part de marché. C'est un classement qui est assez immuable et qui ne change pas depuis quelques années. Je vais laisser la parole à Sébastien. Merci, Charles. Donc, du coup, là, les chiffres de Comscore qui sont assez intéressants en termes d'usage par OS, qui nous montrent d'abord en termes de nombre de visiteurs uniques. Donc, ça reprend un peu la part de marché que l'on voit en termes de pénétration des OS. Donc, effectivement, l'usage, il y a plus de visiteurs uniques sur la partie Android. La tendance est assez une légère augmentation du nombre de visiteurs uniques, mais c'est normal, il y a plus de téléphones qui sont vendus, la pénétration augmente, comme on vient juste de le mentionner. Prochaine slide, s'il te plaît. Par contre, en termes d'usage, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Donc, effectivement, l'usage en nombre total de minutes, on voit qu'il augmente sur Android et qu'il baisse légèrement sur iPhone. Et là où, et par rapport à la slide précédente, ce que l'on voit, c'est qu'autant il y avait beaucoup d'utilisateurs uniques, aussi notamment sur les tablettes, autant en termes d'usage, on voit que l'usage est quasiment inexistant sur tablette, que ce soit sur iPad ou sur Android. Donc, effectivement, je pense que les différents acteurs ont pris ça en compte. Effectivement, je vois qu'il y a un intervenant qui parle, finalement, l'usage par les enfants, c'est pas tout à fait faux. Ça, c'est plutôt vrai. Donc, là, sur la prochaine slide, effectivement, et c'est là où on voit qu'il y a une homogénéisation en termes d'OS, en termes d'usage. Autant avant, il y avait l'iPhone, iOS avait un usage par utilisateur unique qui était beaucoup plus important que sur Android, donc des utilisateurs beaucoup plus actifs. Autant on voit que sur 2019, ça commence, Android a vraiment rattrapé l'iPhone, et quasiment au même niveau d'usage. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de différenciation en termes d'usage, que ce soit par OS. Voilà. Prochaine slide, s'il te plaît. Voilà. Donc je redonne la main à David qui va vous parler de la partie interface mobile. Parfait, bonjour à tous et merci de m'accueillir et d'accueillir Apadi pour cette présentation. Donc moi je suis David Advocat, je travaille au sein du bureau parisien d'Apadi depuis 4 ans et je m'occupe de tout le développement commercial sur l'Europe du Sud. Et aujourd'hui je vais vous partager des chiffres plus en détail sur l'usage des applications par les Français et dans le monde, spécifiquement sur les applications, puisque notre métier est d'estimer la performance du marché des applications mobiles. Donc, un premier focus sur le temps passé en France sur les applications. Donc, comme on l'a vu avec les différentes slides précédentes, les usages, les équipements ont augmenté et on le voit aussi sur le temps passé dans les applications, spécifiquement sur Android, où aujourd'hui en France, par an, on passe 25 milliards d'heures à l'intérieur des applications. Ce chiffre peut-être ne dit pas grand-chose, mais il y a une augmentation entre 2019 et 2018 de 25%, qui est assez significative et on imagine déjà que les événements de 2020 vont faire que ces chiffres vont augmenter encore plus significativement l'année prochaine.
Dans le slide suivant, on va voir que, comme on l'a dit avant, mais c'est une confirmation, les gens et les utilisateurs passent leur temps dans les applications. C'est vraiment la tendance très importante. 89% du temps passé à l'intérieur de son smartphone est fait, et sur la manière dont on consomme des contenus, se fait à l'intérieur des applications. Le mobile web ne représentant maintenant que 11% du temps passé. Donc l'effort est bien sûr à mettre sur ces applications mobiles. Slide suivante. Super. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, comment les gens consomment du contenu, quelles sont les applications, les catégories d'applications les plus utilisées par les utilisateurs d'applications. Là, on a une vision mondiale où on voit que les applications de communication, de social, les lecteurs de vidéos et les jeux représentent à eux quatre quasiment 70% du temps passé dans les applications. Donc, on imagine bien quelles sont les applications qui se cachent derrière cela. Communication, on peut parler de WhatsApp, de Messenger, bien évidemment, social, tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok qui ont explosé, YouTube pour les lecteurs vidéo et tous les jeux avec l'hyper casual notamment, qui permet une consommation très rapide et très massive des jeux. Encore une fois, ce sera intéressant au fur et à mesure de l'année de voir l'évolution de ces chiffres, et on sait déjà que toutes les apps de communication, Zoom sur lequel on est aujourd'hui, Teams, ont complètement explosé en 2020. Donc tendance à suivre pour les prochaines années. Dans le slide suivant, on va voir les augmentations, les catégories qui ont connu des augmentations assez importantes déjà en 2019 par rapport aux années précédentes. On peut notamment parler des catégories de forme et santé. Donc, ça va concerner aussi bien, si on parle du marché français, d'applications type Doctolib, toutes les applications bien sûr de fitness pour faire du sport chez soi. Encore une fois, l'évolution à venir va être très importante. On a sorti déjà des chiffres sur la crise Covid qui montre absolument une augmentation très importante de ces catégories. Tout ce qui est alimentaire, donc tous les services de livraison de nourriture à domicile, mais aussi tout ce qui concerne des applications comme Yuka ou pour s'informer de manière plus détaillée sur ce qu'on mange, sont aussi en très grande augmentation en 2019. Personnalisation, ce qui se cache derrière, c'est des applications plutôt de type fond d'écran, emoji, où là, un public jeune notamment va utiliser ces applications. Voilà, ça fait partie des catégories à suivre en termes d'usage sur les applications mobiles. Ensuite, pour la slide suivante, on va voir un nouvel indicateur où on s'intéresse à des informations plus démographiques et on va segmenter un peu le marché entre les 16-24 ans et les 25 ans et plus. Pour voir où est-ce qu'ils passent le plus de temps en considérant les applications jeux, vraiment qui est un marché très spécifique dans le mobile, comme vous le savez, et les applications autres, donc tout ce qui ne va pas être jeu. Et bien, finalement, ce sont les 25 ans et plus qui passent le plus de temps dans les jeux, et les 16-24 ans passent plus de temps dans les autres applications. Et ça, on peut l'expliquer notamment par tous ces réseaux sociaux et maintenant la manière dont les jeunes communiquent entre eux à travers l'ensemble de ces applications. On va avoir une confirmation dans le slide suivante par rapport au nombre de sessions qui sont faites. Si on peut passer au slide suivant. Catherine, c'est bon? Ah, voilà, super. Merci. Donc, effectivement, le nombre de sessions corrobore un peu ces propos, où on voit que les 16-24 ans, le public le plus jeune, va avoir bien plus de sessions sur les applications dites autres, donc avec environ 121 sessions par mois par utilisateur actif, ce qui est bien plus que les 25 ans et plus, et les 25 ans et plus faisant plus de sessions sur les catégories de jeux. Pour ce qui concerne les applications autres, on sait que ce sont les applications qui ont un très gros taux d'engagement et on va être notifié dès qu'on reçoit un message. Donc, on va revenir très souvent dans ces applications et ça va créer de l'engagement et créer de la loyauté, de la fidélité pour les utilisateurs. Ce qui est à noter aussi ici, c'est que la France reste en dessous des moyennes mondiales sur le nombre moyen de sessions qui sont faites à la fois sur les applications autres que les jeux et les jeux en tant que tels.
Donc la France reste un peu en dessous de la moyenne mondiale. Slide suivante. Alors là, on va faire un petit, reprendre un peu de hauteur pour voir les pays dans lesquels il y a le plus de téléchargement d'applications. Donc en France, il y a toujours plus d'applications téléchargées. On voit ici qu'il y a une augmentation de 5% entre 2019 et 2018. Donc là, en fait, on a un focus. La France se trouve en 5e position sur ce graphe, mais en réalité, on a pris ici les pays européens et on compare avec les États-Unis pour avoir un benchmark d'une des plus grosses puissances. Mais la France, en réalité, est 15e, le 15e pays où il y a le plus de téléchargements dans le monde. Les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Japon sont les principaux pays, les pays où il y a le plus de téléchargements. Ce qui est intéressant aussi, on parlait tout à l'heure précédemment de la répartition entre des appareils iOS, iPhone et les appareils Android. Eh bien, malgré qu'il y ait bien plus d'appareils Android, il y a 38% des téléchargements qui sont faits sur iOS en France, donc une surreprésentation. Donc, il faut dire qu'en France, les utilisateurs d'iOS sont plus engagés et vont avoir tendance à télécharger plus d'applications que d'autres utilisateurs. Et je crois qu'on va terminer avec une slide un peu plus technique, j'ai envie de dire, sur des chiffres sur les SDK. On avait travaillé sur un baromètre aussi des SDK. Donc, les SDK, vous savez, c'est ces petits bouts de code qu'on met à l'intérieur des applications pour installer des services et proposer des services à ses utilisateurs, que ce soit de paiement, de géolocalisation, bien sûr de publicité, de monétisation. Et bien là, les GAFA, en tout cas une partie des GAFA, Apple, Google, Facebook, domine aussi le marché en part de marché de SDK installés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'une bonne partie des autres SDK les plus installés sont des SDK de pub, donc côté acquisition, monétisation, qui sont bien évidemment des sujets très très importants aujourd'hui sur le mobile. Vu le temps passé sur mobile, les annonceurs et les publishers, les éditeurs optimisent au maximum ce potentiel revenu. Voilà pour moi pour cette partie et je crois qu'on va donner la parole à Jean-Philippe pour les prochains chiffres. Merci David. Effectivement, donc moi je suis Jean-Philippe Gallet, je suis rapporteur de la commission messaging depuis 3 ans maintenant. Je suis par ailleurs fondateur d'une société qui s'appelle MyElephant, qui a été rachetée il y a quelques mois par Sinch, un des leaders mondiaux du messaging justement. Alors la commission messaging, c'est historiquement une des premières commissions de l'association et c'est une commission qui regroupe les opérateurs mobiles et leurs distributeurs, notamment au sujet de la distribution d'une offre particulière qui est l'offre du SMS. Donc on va voir dans ce baromètre les chiffres du SMS marketing, SMS de service en France et son évolution. Et on va le comparer, alors peut-être Catherine, si tu peux rester encore, ouais. On va le comparer à un canal CRM historique qui est l'email pour voir comment ce canal lui aussi a été impacté par l'arrivée du mobile. Alors moi j'aime bien cette slide d'intro où il y a justement des logos de différentes applications de messaging qui sont ni le SMS, ni l'email, mais qui sont bien la nouvelle génération, enfin une génération d'applicatifs qui sont arrivés depuis une dizaine d'années et qui sont en train de révolutionner, de faire exploser les usages que sont les WhatsApp, Messenger, Viber, etc. Donc toutes ces applications de messagerie over the top. Et pour peut-être juste planter le décor, je tombé hier soir sur la citation d'un des fondateurs d'une société leader dans le monde du messaging et qui veut faire une IPO sur le modèle de Twilio et qui disait, je le cite tout simplement, tout le monde veut vivre dans un monde qui est messaging first. Et je pense que c'est la clé. Le messaging, c'est tout simplement, quelle que soit la statistique que l'on suit, la meilleure et la plus efficace manière de communiquer pour une entreprise, que ce soit sur des sujets de marketing, de vente ou de support. Donc, je pense qu'avec ça, tout est dit. Et on peut également prendre comme référence la valorisation de Twilio qui est passée de
1 milliard à 30 milliards en 4 ans depuis son IPO. Donc maintenant, on peut rentrer dans le sujet concret de ce baromètre. Et on va commencer pour planter le décor avec l'email et l'impact du mobile sur l'email. Alors, ce n'est pas une grande surprise, mais quand même, on peut remarquer que depuis 2 ans, l'email n'était pas mobile-centrique et depuis 2 ans, il est devenu mobile-centrique. Donc ça, c'est des chiffres bruts d'ouverture des emails. On ne s'intéresse pas là au comportement des utilisateurs. On s'en verra ça un peu plus tard. C'est vraiment brutalement sur quels terminaux sont ouverts les emails et on voit qu'en majorité, évidemment, pour quasiment 60%, ils sont ouverts depuis un mobile. Donc, si on s'intéresse maintenant au slide suivant, aux usages, on remarque qu'ils sont ouverts évidemment sur des terminaux mobiles, mais quand on s'intéresse aux personnes, on s'aperçoit que quasiment 30% des personnes qui consultent les emails des annonceurs ne le font que sur mobile. Et si on additionne à ça ceux qui le font majoritairement sur mobile, c'est-à-dire plus de 3/4 des ouvertures, de leurs ouvertures sur mobile, on obtient les 2/3 des personnes, des Français qui ne regardent leurs emails exclusivement ou quasiment exclusivement sur mobile. Donc, je pense que, évidemment, pour un annonceur, c'est un impact très fort. Ça veut dire que, si on va au slide suivant, il y a tout un parcours client, un parcours de création et un paradigme de design a changé puisque les utilisateurs étant aux 2/3 quasiment exclusivement mobiles, je pense qu'il faut se dire et le répéter, le rabâcher, il faut arrêter de créer, en tout cas de valider les emails sur un parcours desktop. Et c'est finalement maintenant ce chiffre-là qu'il faut suivre, c'est-à-dire la réactivité qu'ont les utilisateurs, les personnes qui sont soumises aux emails des annonceurs. Et on voit qu'elle est quand même encore beaucoup plus faible, 12% sur mobile versus 18% sur un desktop. Et ça, alors est-ce que c'est lié à des usages qui sont un petit peu figés côté des utilisateurs ou plutôt à un design et des CTA qui ne sont pas adaptés dans les communications email des annonceurs? Je dirais que c'est sans doute un peu les deux, mais aux annonceurs de sans doute faire un effort particulier pour adapter leurs emails pour que les CTA soient gros, très clairs. Et puis derrière, bien sûr, que le parcours utilisateur, le parcours client soit adapté au mobile. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce baromètre. Et je pense que Bertrand y reviendra dans la partie commerce mobile. Donc voilà pour l'email. Donc sans surprise, l'email est devenu mobile centrique avec quand même une petite surprise encore, c'est les usages de l'email qui sont encore à travailler sur un mobile. Et bien sûr, maintenant, si on compare ça au SMS, le SMS, c'est le premier SMS, il a quand même été envoyé depuis un terminal mobile en 1994, donc c'est quand même un canal qui est lui aussi clairement du XXe siècle, mais qui malgré tout est utilisé par les marques depuis le début des années 2000 et puis massivement depuis le début de la décennie passée. Et on voit que c'est toujours un canal en progression, alors pas sur les usages interpersonnels, bien sûr, où il a été devancé par les messageries type WhatsApp ou Messenger, mais sur les usages A2P, c'est-à-dire d'un annonceur d'une application vers un particulier, on voit que la croissance globale de ce marché l'année dernière est encore importante. Alors là, on a finalement en France la chance, avec la F2M qui régule ce marché avec les opérateurs, d'avoir une segmentation très claire entre les usages marketing et les usages de services, donc les usages promotionnels et les usages de services. Donc sur les usages promotionnels, on est à plus de 3 milliards de messages envoyés par un annonceur à ses clients, avec une croissance encore très importante l'année dernière, une croissance de l'ordre de 10%. Et si on regarde les usages maintenant, les usages de services,
On est là sur le même ordre de grandeur en termes de volume, hein, un peu plus de 3 milliards également de messages envoyés, mais avec une croissance qui est beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'effectivement, qu'on soit sur des usages de support, sur des usages de suivi de différents services, on est sur une utilisation de plus en plus massive, comme le disait la petite citation au départ. C'est le canal numéro 1 de plus en plus pour la relation client, que ce soit sur les sujets promotionnels, marketing, mais comme vous le voyez ici, avec une très forte poussée sur les usages transactionnels et de services. Alors maintenant, si on essaye de regarder au global, pour ces deux usages, on est sur un marché quasiment à 7 milliards de messages envoyés, qui est encore sur une croissance à 2 chiffres, et au-delà d'être à 2 chiffres, une croissance de 20%, donc c'est quand même une croissance complètement dingue. Vous voyez qu'en 2018, on était sur une croissance de 24%, donc on continue un trend de croissance très fort sur le SMS. Alors, voilà pour ces chiffres sur l'email et le SMS. Sachez qu'effectivement, comme le disaient Bertrand et Sébastien, on travaille pour enrichir. Alors, oui, un dernier slide, pardon, quand même important, excusez-moi, sur le SMS. On est, et après, je vois qu'il y a quelques questions, donc on peut essayer de, notamment Raphaël sur le SMS géolocalisé. On est là sur une pression, c'est-à-dire un nombre de SMS envoyés par des annonceurs sur la base des utilisateurs de mobile en France qui augmente légèrement, c'est logique puisqu'on a une augmentation du trafic, mais qui reste inférieure à celle de différents marchés européens. Vous voyez, on est autour de 9 en France, 9 SMS reçus par mois, 12 SMS reçus au Royaume-Uni, et c'est encore plus important dans le nord de l'Europe. Donc, il y a encore une croissance importante à aller chercher et des usages à découvrir pour les annonceurs. Donc là, on est bien sur les SMS qui sont envoyés d'un annonceur vers ses utilisateurs, donc plutôt sur des usages CRM. Et Raphaël, ta question sur le SMS géolocalisé, c'est un service qui avait été commercialisé essentiellement par, en tout cas il y a différentes techniques, mais essentiellement par les opérateurs, et c'est faire en tête sur des usages plus publicitaires. Et on est sur des usages qui sont beaucoup moins massifs, même si c'est quelque chose qui a encore son public et son intérêt, à savoir qu'évidemment, on est sur un CPM qui est beaucoup plus élevé, sur des bases plus restreintes, mais dans certains cas d'usage, quelque chose de très efficace. Là, les chiffres qu'on a là sont des chiffres bruts et plutôt orientés sur des usages CRM. Un dernier point avant de laisser la parole. On souhaite enrichir ce baromètre avec justement les usages sur les nouvelles messageries mobiles, en particulier les messageries notamment de Facebook, Messenger, WhatsApp, mais également la révolution qui s'annonce avec l'introduction par les opérateurs mobiles du remplaçant du SMS dès cette année qui s'appelle le RCS. Les pilotes ont déjà commencé chez certains opérateurs. Il faut, pour vous donner une idée de la révolution que ça va être, vous donner quand même des chiffres de parc qui m'ont été communiqués il y a une dizaine de jours. Les opérateurs prévoient un parc adressable sur RCS en France fin 2020 de 13 millions d'utilisateurs et d'ici 2-3 ans d'à peu près une trentaine de millions, donc des niveaux équivalents à Messenger et WhatsApp, mais avec une compatibilité native, c'est-à-dire sans avoir besoin de télécharger une application en plus, et bien sûr avec des contrats opérateurs et non des contrats GAFA. Donc, beaucoup d'avantages à ce RCS qui ressemble beaucoup à du Messenger ou du WhatsApp, mais qui est dans un environnement opérateur et natif. Donc, voilà, de très bonnes choses à venir, un marché très dynamique. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à m'adresser à ces questions par email. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le messaging dans ce baromètre. Et donc, je vais laisser la parole à Frédéric sur la publicité mobile, un secteur qui bouge beaucoup également. Tout à fait, merci beaucoup Jean-Philippe. Bonjour à tous, ravie d'être ici. Donc moi je suis Frédéric Paget, directrice communication chez Addict Mobile, une filiale du groupe Digital Virgo, et on est spécialisé dans l'accompagnement des marques, dans le recrutement
des utilisateurs spécifiquement sur les applications mobiles et les sites web mobiles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la publicité mobile dans son ensemble au titre du baromètre de la MMA. On l'a divisé en deux parties. Il y a des chiffres qui sont très globaux et qui vont donc parler à la fois du web mobile et des apps. Et puis, on fera un petit focus sur les apps, du coup, en fin de présentation. Catherine, je t'en prie, tu peux passer à la slide suivante. Forcément, on l'a vu sur les présentations différentes, c'est un marché qui croît et qui, du coup, si on regarde ce graphique-là en termes de marques qui bénéficient de cette croissance, on retrouve forcément des très grosses marques dans le classement, dans le top 20. Et ce qu'il est important de regarder, c'est que c'est particulièrement les réseaux sociaux qui vont drainer ce classement-là. On voit bien que, du coup, en tête, on retrouve Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, qui vont donc être les services qui vont driver le plus d'utilisateurs aujourd'hui sur mobile. Il y a trois choses sur lesquelles je voudrais m'arrêter. WhatsApp, qui fait donc plus 43%, qui a une croissance qui est, je pense, la plus grosse de ce classement, qui démontre bien l'attrait de cette source, de cette plateforme sur le mobile. Et ce qui est intéressant, c'est que Facebook avait dit vouloir intégrer de la publicité sur WhatsApp déjà il y a maintenant 1 an, et puis c'était rétracté dû à des réactions un peu vives des utilisateurs. On pense qu'ils sont en train de préparer le coup pour que ça arrive très bientôt et on en est un peu impatient de pouvoir diffuser de la publicité parce que si vous couplez la connaissance d'un réseau comme Facebook en termes de publicité avec l'audience d'un WhatsApp, le cocktail devrait être explosif. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est Snapchat, qui fait plus 32% d'évolution. C'est pareil, ça témoigne, on le voit dans la publicité de ces petits nouveaux, si je puis dire, qui vont challenger un peu les gros mastodontes que sont Facebook et Google en étant sur une nouvelle cible, en proposant des nouvelles façons de communiquer. Et du coup, c'est des challengers qui arrivent à grands pas. Et il y en a un dernier qui n'est pas dans ce classement-là parce qu'il n'existait pas en 2018, qui est TikTok. Pour le coup, sur lequel nous, on le voit dans la publicité, il a fait une percée fulgurante en 2019. Il revendique aujourd'hui plus de 800 millions d'utilisateurs et il est dans le top 5 des apps les plus téléchargées d'Apani. Donc, c'est une source qui est à surveiller et qui va bien sûr s'améliorer avec le temps en termes de publicité, comme l'ont fait les autres marques. Si on passe sur la slide suivante, on va regarder du coup en termes d'investissement publicitaire, forcément, et c'est pas étonnant, le mobile drive une forte partie de la croissance par rapport au desktop qui est plutôt lui en déclin. On l'a vu, c'est un levier qui est en croissance, donc c'est pas étonnant que les annonceurs se tournent sur ce levier-là pour investir, étant donné que c'est là qu'on va trouver le plus d'utilisateurs en même temps. Sur le desktop, on peut se dire que c'est un marché qui est déjà un peu plus acquis, avec un marché plus mûr, avec des acteurs qui sont incontournables comme le e-commerce ou le travel, mais qui, du coup, ont des usages qui sont peut-être moins orientés ou qui tendent à le devenir plus mobile. Aujourd'hui, on a beaucoup d'annonceurs qui vont commencer à construire leur service en mobile first, pensé pour mobile, et ça va être en priorité les jeux, les médias, l'entertainment et tout ce qui se consomme dans la mobilité. Donc, ce n'est pas étonnant, finalement, ça suit le marché. Il y a plus de monde qui est sur mobile, donc les annonceurs investissent plus, donc plus de recettes. Et on verra plus tard que ça fait aussi également grimper les prix. Du coup. Je t'en prie, Catherine. Si on focus un petit peu sur les différents leviers au sein de la publicité, on voit que le search croît principalement grâce au mobile, justement. Ça s'explique par plusieurs phénomènes. C'est que déjà, l'inventaire disponible sur mobile est de plus en plus large. Donc aujourd'hui, il y a plus de téléphones actifs, c'est ce qu'on disait, il y a plus de gens sur les téléphones. Et puis, il y a aussi des nouveaux inventaires. Si on parle de l'app spécifiquement, Apple Search Ads a ouvert en 2018 sa plateforme pour réaliser des campagnes de search au sein du store d'Apple. Donc, mécaniquement, si on couple plus d'inventaire disponible avec des usages plus forts, donc plus de requêtes, puisque les gens passent plus de temps sur leur téléphone, forcément, ça fait une croissance qui est plus importante que sur le desktop, qui, encore une fois, était déjà à maturité et, à mon avis, bien travaillé sur la partie search. Voilà. Sur la slide suivante, on se penche là, cette fois-ci, sur les réseaux sociaux. Et on voit bien qu'à nouveau, c'est ce qui drive les plus grosses recettes, c'est le mobile en termes de réseaux sociaux. On a du coup
derniers réseaux sociaux qui sont créés, excusez-moi, c'est des réseaux sociaux qui sont, encore une fois, pensés très mobiles. Donc, quand on voit Twitter, quand on voit Instagram, on se rend bien compte que ce sont des réseaux sociaux qu'on consulte très peu sur son ordinateur et qui sont pensés pour une expérience mobile. Donc, ça confirme, encore une fois, la tendance de se dire que les utilisateurs, on va les trouver sur mobile, sur ces réseaux sociaux-là. Et puis, on voit de moins en moins de gens qui consultent ça sur leur desktop. Donc, forcément, les annonceurs vont chercher à diffuser en priorité sur ces réseaux sociaux. Et on voit que 92% des recettes proviennent du social sur le mobile. Et puis, si on regarde plus spécifiquement en termes de format, si on peut rester sur la slide d'avant, on voit qu'au sein du social, sur le petit graphique qui est à droite, on a un marché qui tend vers la vidéo. Et je dirais que ce n'est même pas que sur le social, c'est global à tout le marché de la publicité. Si on prend l'exemple, encore une fois, de TikTok, qui est le dernier petit arrivé, celui-ci ne fonctionne que sur le principe de la vidéo. Et c'est la seule façon de communiquer au sein du réseau social. Et si en fait ça fonctionne aussi bien, c'est parce qu'ils sont très en phase avec la demande des utilisateurs d'aujourd'hui qui consomment de la vidéo bien plus que du texte ou du statique. Et puis à une dernière conférence, Facebook nous disait que d'ici 2021, ils estimaient à peu près que le trafic mobile, 78% du trafic mobile serait vidéo. Donc en fait, on voit bien que tous les réseaux sociaux tendent à faire de la vidéo, les gens consomment plus de vidéos, donc finalement, c'est pas étonnant que ça soit un des secteurs qui génère la plus grosse progression en termes de recettes. Et nous, on le voit aussi quand on diffuse de la publicité, c'est des supports qu'on travaille de plus en plus, qu'on produit de plus en plus et qui fonctionnent de plus en plus en termes de performance. Je t'en prie, Catherine. Sur la slide suivante, dernier focus sur cette partie-là, on regarde au niveau du display classique. Donc là, on entend habillage statique, etc. On voit encore une fois que c'est le mobile qui tire la croissance. C'est ce qu'on disait, ça suit l'évolution globale. Forcément, le mobile est plus utilisé, donc ça va se ressentir à la fois sur le search, sur le display, sur la vidéo, sur le social. Voilà. Et ce qu'on voit sur le deuxième petit graphique qui est juste à côté, c'est qu'au sein du display classique, il y a une forte partie qui est en programmatique, qui progresse par rapport à 2018. Ça s'explique, à mon avis, par plusieurs choses. C'est que par le programmatique, on entend donc l'achat automatisé d'audience. Et dans les chiffres qui sont donnés par le SRI, je me permets de croire que dans la partie programmatique, il y a également tout l'inventaire display de Google, qui du coup représente une grosse partie puisque Google dispose d'un inventaire qui est très conséquent. Et donc, ce qui fait que ça explique que la programmatique soit aussi importante. Et puis, il y a deuxième point, c'est qu'en branding, la programmatique est hyper pertinente. Il y a des formats de rich media qui sont très bien faits, qui vous permettent d'atteindre votre audience et de raconter une histoire. Donc, c'est un format qui s'avère très, très pertinent. En revanche, c'est à garder en tête sur toute la partie performance, que ça soit app ou web mobile, la programmatique n'est pas forcément le levier qui se dégage le plus en termes de performance, et il mérite encore d'être travaillé parce que souvent c'est une audience qui est trop large pour aller chercher la bonne cible, celle qui va acheter ou télécharger votre app. Donc ça va être plus des leviers sociaux ou des leviers de search qui vont fonctionner en performance, à l'inverse du branding où là la programmatique est tout à fait pertinente. Sur la slide suivante, c'est un petit peu une synthèse de tout ça. C'est qu'effectivement, le search, le social, le display, classique ou vidéo, tout ça est en croissance relativement homogène sur la partie mobile. Encore une fois, parce que les usages grossissent par rapport à ça. On pourrait croire que le search, ayant été un levier qui était très connu sur la partie web desktop, a été travaillé en premier par les annonceurs et du coup, croît un petit peu moins en termes d'investissement. Mais c'est globalement très positif sur cette partie-là. Et puis sur la partie, donc les slides suivantes, je vais faire un petit focus sur la partie application, où là, on va vous donner quelques indicateurs. Alors, on est parti sur le CPI, qui est donc le coût par installation, qui reste l'indicateur de référence sur les campagnes publicitaires pour les applications, car il est commun. Même si ce qu'on cherche à mesurer au sein des applications, c'est de l'usage, c'est de l'achat, c'est de l'inscription, le CPI permet d'avoir un indicateur vraiment ISO. Et on voit bien que ce coût d'achat est en augmentation entre 2018 et 2019, plus 22%. Ça s'explique en fait parce que l'usage est forcément plus fort, donc il y a plus de concurrence. On l'a dit, les annonceurs veulent tous investir et puber sur le mobile. Et forcément, aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont plus matures, donc qui sont beaucoup plus enclins à acheter, à consommer dans les applications. Et ça fait que les annonceurs sont prêts à payer plus cher
un utilisateur parce qu'ils savent que derrière, ils vont avoir une rentabilité mesurée. Et donc, ces deux phénomènes font que le prix du CPI augmente et, à mon avis, continuera d'augmenter encore un petit peu tant que le mobile sera drivé par cette croissance-là. Et ça explique ces disparités. Sur la slide suivante, on focus un petit peu sur les OS, la différence entre les deux OS. Et ça, c'est intéressant. Donc là, on n'est que sur 2019, mais on voit bien qu'en moyenne, le CPI sur iOS est plus cher de 35% que sur Android. Ça s'explique parce que, et on l'a vu tout à l'heure avec Charlotte et aussi avec David, la concurrence est plus rude sur iOS parce que déjà le trafic est plus limité. Le parc iOS versus Android est beaucoup moins important. C'est 25% des parts de marché et les utilisateurs d'iOS, ils vont avoir un plus fort pouvoir d'achat de par le prix des devices. On considère et on le constate qu'un utilisateur iOS va avoir des paniers d'achat plus élevés, un pouvoir d'achat plus élevé et donc les annonceurs sont prêts à payer plus cher pour obtenir cet utilisateur-là. À l'inverse, vous l'aurez compris, Android est un parc qui est beaucoup plus diversifié, sur lequel on a à la fois des devices très chers, dernier modèle, et en même temps des choses beaucoup plus abordables. Ce qui fait que du coup, ça lisse un petit peu plus la rentabilité, le panier moyen de ces gens-là. Et donc, on a des coûts qui sont beaucoup plus bas. C'est comme ça qu'on l'explique. Et mécaniquement, étant donné qu'il y a plus d'annonceurs qui investissent sur le mobile, que iOS ne s'étend pas en termes de parc et qu'à la fois Android, lui, est moins cher, forcément, ça va faire grimper les prix sur iOS. Sur la slide suivante, on le compare justement en year to year et on se rend bien compte que même si iOS est plus cher, la croissance du prix sur iOS est même plus forte que celle sur Android. C'est pour les raisons qu'on a évoquées juste avant. J'aimerais juste souligner qu'il faut noter que ça ne veut pas dire que les utilisateurs Android ne sont pas rentables, puisque le panier final va être moins élevé, mais cet utilisateur-là, vous le payez moins cher. Donc, in fine, ça s'équilibre tout à fait dans la rentabilité. C'est là-dessus qu'il faut jouer quand vous faites des campagnes d'acquisition et qui va être clé pour mesurer votre rentabilité. Mais finalement, chaque app va avoir sa vérité aussi en fonction des utilisateurs qu'elle adresse et des comportements de ses utilisateurs. Et enfin, pour vous donner un petit aperçu sur la dernière slide du niveau européen, on a du coup, en France, on se situe derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne en termes de CPI. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le CPI dépend de la valeur de l'utilisateur. Donc, plus il a une proportion à ramener du revenu au sein de l'application, plus il va coûter cher à l'achat. Ce qui veut dire que là, on peut le comprendre comme, et on l'a vu aussi plus haut, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont une plus forte proportion à acheter dans les applications versus la France, qui fait que du coup, on se place en 3e position en termes de coût par installation. Voilà pour ce panorama de la publicité. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vais donc passer la parole à Bertrand qui va vous parler du commerce mobile. Merci beaucoup Frédéric, c'était très clair. Donc je vous propose de clôturer cette présentation du baromètre avec un focus spécial qu'on appelle maintenant l'Observatoire du commerce mobile, qui permet de regarder un peu ce qui se passe sur l'achat avec son terminal mobile. Et j'aimerais préciser, puisque je l'ai dit tout à l'heure, cet observatoire colle à ce qu'on fait au sein de la commission commerce mobile qui aura lieu demain, qu'on essaie de voir un peu tous les aspects de l'impact du mobile sur le commerce. Et donc, il y a ce qu'on va retrouver dans la présentation d'aujourd'hui, l'impact du mobile sur le e-commerce, évidemment, comment est-ce qu'on achète avec son mobile depuis dans ses déplacements à l'endroit où on veut, mais l'impact sur le e-commerce mobile. On va aussi regarder l'impact de ce qu'on appelle le in-app, c'est-à-dire l'achat d'applications mobiles. Et j'essaierai de bien préciser cette différence pour qu'on comprenne pourquoi on a fait cette séparation et pourquoi c'est intéressant de regarder cette différence. Et puis évidemment, ce qui va nous occuper encore plus dans les prochains mois, l'impact du paiement mobile. C'est-à-dire que là, le mobile se transforme en un moyen de paiement dans le commerce physique. Et donc, ça montre bien que le mobile a un impact et online et offline. Et on donnera aussi quelques chiffres sur le paiement sur facture opérateur, qui est un paiement historique, mais qui continue à se développer et qui continue à peser sur le commerce en général. Donc, si on démarre, on peut regarder l'impact global et on a sélectionné, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques slides seulement de l'ensemble
des chiffres qui sont présents dans ce baromètre et dans cet observatoire. Le premier qui m'a semblé intéressant de montrer, c'est quel est le pourcentage de gens qui ne font leurs achats en ligne que depuis leur smartphone. Et ça, je pense que c'est un élément révélateur du fait qu'il y a à peu près un tiers de la population aujourd'hui qui fait tous ses achats en ligne, encore une fois, tout son e-commerce depuis son smartphone. Et c'est un chiffre qui est en progression assez forte. Évidemment, on a une tonalité certainement socio-démographique qu'on pourra étudier, qu'on pourra regarder, mais c'est quand même très intéressant de se dire qu'il y a près d'un tiers des consommateurs qui n'achètent que depuis leur smartphone. Et évidemment, ça a un impact fort sur ce que doivent faire les marques, ce que doivent faire les e-commerçants en termes de travail pour améliorer leurs interfaces. Sur la slide suivante, on va regarder cette fois le nombre de visiteurs uniques. Et là, c'est le nombre de visiteurs uniques sur les sites de e-commerce mobile. Et ce chiffre, il est vraiment intéressant parce qu'il il montre l'impact qu'on a déjà vu dans les présentations précédentes avec les intervenants précédents, mais ça se traduit aussi dans le commerce. Il y a maintenant plus de visiteurs sur les sites de e-commerce depuis le smartphone que depuis le desktop. Et donc là aussi, ça a forcément un impact très fort sur ce qui se passe. On voit qu'il y a des différences et que, en fonction des marchés, c'est ce qu'on montre dans cet observatoire, on essaie d'être un peu large, comme on l'a vu dans les présentations précédentes, d'essayer de remettre à la fois les chiffres à jour, mais aussi de les comparer aux différents autres marchés. Et on voit que ce phénomène est évidemment à peu près le même dans tous les marchés, à l'exception de l'Allemagne. Slide suivante, on va parler du temps passé. Évidemment, ça c'est un peu comme on l'a dit tout à l'heure sur le temps passé sur le mobile, qui est un temps passé majoritairement sur les applications mobiles, on l'a vu tout à l'heure. Là, on a essayé de regarder le temps passé sur les sites de e-commerce et on a là aussi, avec une comparaison internationale, un temps passé qui est plus important sur le mobile et en forte croissance, une croissance qui est quasiment pratiquement la même à peu près, en tout cas dans les mêmes ordres de grandeur dans les différents marchés qu'on a représentés ici. Ce qui est intéressant, c'est évidemment de montrer cette forte croissance de l'utilisation du temps mobile, mais aussi, encore une fois, du temps majoritairement mobile maintenant dans les visiteurs sur les sites de e-commerce. Sur la slide suivante, on va regarder les différents secteurs. Alors, ce n'est pas forcément hyper facile à lire parce qu'il y a beaucoup d'histogrammes, mais simplement pour vous dire quels sont les secteurs les plus représentés dans l'achat sur smartphone, où le smartphone joue un rôle important, l'habillement, les produits culturels, l'hygiène, la santé, le jeu, les services. Voilà un peu les secteurs qui sont les plus importants. Et vous le voyez, le détail complet sera évidemment disponible si vous en avez envie dans le baromètre pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur ce sujet des différents secteurs. Alors, le point in-app maintenant. J'aime bien préciser et essayer de bien expliquer cette différence pour que ça soit parfaitement clair. L'achat qu'on appelle in-app, c'est l'achat d'applications que vous avez certainement déjà fait, où vous achetez quelque chose directement via le fournisseur d'applications de votre téléphone, c'est-à-dire Apple Store ou Android et Google Play. Et donc, c'est vraiment un achat qui est un peu spécifique dans le monde du e-commerce, puisqu'il y a une vraie différence en termes de livraison du produit et d'accessibilité du produit. Si vous achetez un vêtement en ligne, vous allez attendre qu'on vous le livre et que vous allez le recevoir chez vous et vous allez pouvoir le consommer quand vous l'aurez reçu. Évidemment, et vous allez le payer avec votre carte bleue. Là, évidemment, sur l'achat in-app, on va acheter une application qu'on va pouvoir installer immédiatement ou un service qu'on va pouvoir acheter immédiatement dans son téléphone et qu'on va payer via l'App Store ou via le Google Play. Et ce qu'on voit, évidemment, c'est un marché assez important du in-app et une répartition importante qui pèse sur le marché français, comme vous le voyez, plus d'1 milliard de dollars. Donc, ce n'est pas des petits marchés, c'est des marchés importants et c'est aussi pour ça qu'on a voulu les mettre en avant et faire un focus sur ce sujet
c'est que ce sont des marchés qui pèsent lourd. Alors, ils pèsent lourd, pourquoi? Et on va peut-être réussir à le comprendre avec la slide suivante. D'abord parce qu'il y a une forte progression de l'usage, hein, ça c'est ce que montre ce deuxième graphique, une progression x2 en 4 ans, donc c'est un marché qui a une très forte progression. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder la slide suivante pour comprendre quels sont les secteurs qui sont impactés. Et évidemment, en priorité, c'est le jeu. Historiquement, on achète des jeux sur son smartphone et j'imagine que vous avez tous déjà fait cette expérience. Ce qui est surtout intéressant, et ce que nous montrent les chiffres d'Apani, c'est qu'on ne fait pas que ça, hein, et c'est surtout ça qui est intéressant dans les quelques dernières années, c'est qu'on voit qu'il était un marché de l'achat in-app qui était 100% focalisé sur les jeux, qui maintenant est focalisé sur bien d'autres secteurs, évidemment les réseaux sociaux, évidemment le divertissement, le lifestyle, la musique, hein, et donc on a une diversification de cet achat in-app qui est très intéressant et qui est très bien analysé par Apani et dans lequel vous aurez tout un tas de détails complémentaires si vous le souhaitez et si vous voulez vous intéresser à ce marché. Et puis, dans les autres sujets qu'on traite dans cet observatoire, évidemment, et c'est un sujet qui résonne avec l'actualité, c'est comment le mobile, cette fois, dépasse l'achat en ligne et se transforme en un achat dans le monde physique, dans les commerces physiques, dans les magasins. Donc, c'est le smartphone qui se transforme en moyen de paiement. Et donc, pour comprendre ce marché, on a d'abord regardé quel était l'état de l'équipement et comment se comportaient les Français grâce aux chiffres de cartes bancaires sur quels sont les commerces qui sont équipés de moyens de paiement sans contact. Hein, donc, on est à peu près à 70% des commerces, donc une progression lente et régulière, mais forte, hein, avec un usage très fort, notamment un peu spécifique en France. Et puis après, le paiement par carte bancaire, puisque évidemment, c'est le premier usage qui s'est développé, c'est d'utiliser sa carte bancaire avec le NFC intégré dans sa carte bancaire pour pouvoir faire les paiements du quotidien. Et évidemment, on suit ça très attentivement en ce moment. On apportera des réponses complémentaires à ce sujet dans la prochaine commission qui a lieu demain, comme je disais, avec carte bancaire sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, puisque évidemment, c'est un sujet très, très important en ce moment. Pour ce qui concerne le mobile, eh ben, on a aussi analysé ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les commerçants sont équipés, à partir du moment où les utilisateurs ont déjà le réflexe d'utiliser leur carte bancaire pour faire un paiement sans contact avec leur carte bancaire, eh ben, évidemment, il y a une logique à ce que ça se duplique sur le smartphone. Et ce qu'on voit, c'est que le paiement sans contact cherche encore un peu son audience, mais commence à trouver une place, puisqu'il y a à peu près 15% des utilisateurs qui ont déjà utilisé leur smartphone pour faire un paiement en magasin. Hein, et on le verra aussi demain, puisqu'on va focaliser sur ce sujet dans la commission. On verra aussi demain que l'avantage du paiement mobile, c'est qu'évidemment, il n'est pas limité à la limitation de la carte bancaire qui, vous le savez, est passée de 30 € à 50 €. Le paiement mobile, lui, à partir du moment où il est installé sur le téléphone de l'utilisateur, permet d'acheter quel que soit le montant. Et on regardera ça spécifiquement, évidemment, dans la commission dont je parlais, mais aussi dans les prochains baromètres. Et on essaiera de suivre attentivement comment le mobile prend une place de plus en plus importante dans le commerce physique dans les magasins. Slide suivante, s'il te plaît, Catherine. Les applications de paiement, ça c'est aussi un élément intéressant et c'est un nouvel indicateur, donc un chiffre très utile qui nous permet de voir un peu comment tout ça se comporte, avec évidemment les grands acteurs que sont Apple et Google, Apple Pay, Google Pay qui sont en tête, mais, et c'est un des sujets qu'on suit attentivement dans la commission, les autres acteurs, et notamment Payib, qui est le regroupement d'un certain nombre de banques en France, et qui est clairement très bien positionné sur le marché français. Et on voit l'ensemble des autres acteurs. On a d'ailleurs réalisé au sein de la commission une cartographie des différents acteurs. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ces sujets, on explore tous les différents acteurs de ce paiement mobile qui nous semble certainement l'un des sujets les plus sensibles et intéressants
à suivre, notamment dans la période post-Covid. Pour conclure, je crois, j'ai ajouté un point qui me semblait aussi intéressant, qui était le paiement, mais cette fois sur facteur opérateur, qui reste un paiement important, hein, qui reste un élément important en termes d'usage, et notamment avec tout un tas de nouveaux usages qui se développent. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Atsuke et qui fait justement du paiement sur facture opérateur pour le transport en commun. Et c'est un des sujets qui se développe et qui a aussi été mis en avant pendant la période de Covid. Comment utiliser le transport en commun sans avoir besoin d'utiliser de tickets et de pouvoir dématérialiser son ticket. C'est un des sujets qui apparaît là dans les fortes progressions du paiement et de l'utilisation du mobile, notamment pour faire des nouveaux usages tels que le paiement de transport en commun. Voilà, je crois que j'ai à peu près couvert le sujet. On est dans le timing. Catherine, si tu veux passer la slide, on est évidemment à votre écoute. D'abord, je voudrais remercier tous les intervenants du jour. Merci beaucoup à vous tous. Un remerciement particulier à Sébastien pour son travail de consolidation de ce baromètre et le travail extraordinaire qui a été fait pour faire progresser encore notre baromètre, mais également tous les intervenants du jour. On est à votre écoute si vous avez quelques questions. On a déjà évoqué quelques questions. Si l'un d'entre vous veut prendre la parole pour répondre aux questions qui ont eu lieu sur le chat, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a quelques questions auxquelles on veut répondre à l'oral? Allons-y. Sébastien, je vois que tu as fait une petite réponse. Est-ce que tu peux faire cette précision à l'oral? Oui, sur l'usage des tablettes. Effectivement, il y a une question qui est portée sur comment ça se fait qu'on ait beaucoup d'utilisateurs, un certain nombre d'utilisateurs sur tablette, mais que l'usage était quasiment inexistant. Alors, je n'ai pas forcément toutes les réponses à cette question, mais la première réponse, c'est qu'effectivement, globalement, on voit qu'il y a une grosse perte de vitesse des tablettes. Hein. Les derniers chiffres publiés sur Q1 2020 par rapport à l'an dernier, on voit une baisse de 30% des ventes sur iPad. C'est à peu près pareil sur les autres tablettes. Ça, c'est une tendance qui est pas nouvelle. Alors, ça peut s'expliquer de deux manières. Effectivement, ça peut s'expliquer par le fait que d'un côté, il y a de plus en plus de téléphones, l'usage se démocratise, notamment chez les plus jeunes, hein, même les sous 18 ans, qui ont leur propre téléphone. Moi, je vois mon fils qui a 12 ans, et dans son collège, ils ont quasiment tous leur propre téléphone. Alors qu'avant, la tablette, c'est vrai que ça avait une vocation un peu familiale. Donc, du coup, les formats, la qualité des vidéos s'améliore, ce qui fait que l'usage des tablettes devient un petit peu plus obsolète, on va dire. Ça, c'est une explication. Et puis, effectivement, là, il y a quand même une base installée qui est quand même toujours significative. Donc, du coup, il y a toujours des utilisateurs qui l'utilisent de manière occasionnelle. Mais effectivement, l'usage s'est reporté massivement sur le mobile parce qu'effectivement, tout le monde regarde les vidéos sur son téléphone, y compris les enfants. Et les jeux, c'est pareil. Voilà, c'est l'explication que l'on pourrait avoir. Par contre, si vous avez d'autres explications, je suis preneur. Sébastien, merci beaucoup. Je voudrais rajouter un point parce qu'effectivement, c'est intéressant de le préciser. Ce que j'ai dit sur les applications de paiement tout à l'heure, c'est du déclaratif qui a été fait par une étude sur les utilisateurs par Kantar. Ce n'est pas de l'usage, on n'a pas encore les chiffres. Et puis, évidemment, les acteurs sont plutôt avares de publier leurs chiffres. Hein, donc, c'est du déclaratif fait par un sondage Kantar. On aura l'occasion de compléter ce sujet des applications de paiement, comme je le disais, dans la commission, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Catherine, Julie, est-ce qu'on clôture cette présentation? Est-ce qu'il reste des choses qu'on veut ajouter? Je ne vois rien, je n'entends rien, donc je suppose que oui. Excuse-moi Bertrand, je voudrais répondre. Il y a une personne qui a demandé quelles sont les sources de données pour les CPI
qui ont été données, c'est les sources qui ont été, c'est nos sources, nos chiffres en tant qu'addict mobile, qui sont repris de plus de 35 000 campagnes worldwide et qui du coup comparent les différentes sources entre elles, puisqu'on diffuse sur absolument toutes les sources et sur des apps très différentes les unes des autres. Donc on a renseigné ces chiffres dans le baromètre en pensant qu'ils étaient assez représentatifs de ce qu'était aujourd'hui le marché des apps mobiles. Voilà. Merci Frédéric pour ces précisions. Donc effectivement, je vous confirme que nous avons terminé. Je voudrais simplement dire deux petites choses complémentaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur le baromètre, je vous rappelle qu'il est téléchargeable pour tous les membres de la Mobile Marketing Association dans sa version complète. Il y a à peu près 70 slides. On a dû en présenter, je pense, un tiers à peu près aujourd'hui. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations complémentaires dans le baromètre si vous le souhaitez. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore membres, mais qui, je l'espère, vont le devenir bientôt, pour tous ceux qui ne sont pas encore membres, vous pouvez aussi aller sur le site de la Mobile Marketing Association France, mmaf.fr, et télécharger une version light du baromètre, mais qui est déjà très, très intéressante et qui vous donnera déjà beaucoup d'informations. Et puis, si vous le souhaitez, si vous voulez participer plus activement à la Mobile Marketing Association, n'hésitez pas à le faire savoir, notamment en contactant la déléguée générale de la Mobile Marketing Association, Catherine Caillot, ou Julie Poileux, que vous allez trouver sur le site de l'association. Voilà, merci beaucoup à tous, très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.